Bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée. Je suis heureuse encore une fois de vous accompagner jusqu'à 9h30 avec les rubriques habituelles du lundi matin, puisque aujourd'hui nous sommes lundi 21 avril. Nous allons vous accompagner avec tout notre programme et surtout les nouveautés, les rubriques habituelles du lundi matin, vous les connaissez à présent. C'est donc avec vie professionnelle avec notre ami Yassine Yalla qui parlera bien sûr aujourd'hui dans la vie professionnelle comment rédiger un CV, un bon CV, surtout comment éviter bien sûr les vides dans le CV. Il va nous en dire plus tout à l'heure. Les vides dans les CV, c'est important d'en savoir un peu plus. Et puis nous aurons Hasna Zouberi dans sa rubrique Safety Road. Aujourd'hui, elle nous parlera donc de la vignette automobile. Elle donnera tous les détails concernant bien sûr toute cette thématique. Nous aurons aussi Samira Hadj Amr. Elle reviendra pour nous parler du programme donc du mois du patrimoine, toutes les nouveautés, l'actualité. Elle sera accompagnée aussi d'un grand chercheur aussi qui sera parmi nous. Il s'agit de Zoubir Harishan qui est le directeur du musée Bardo, un ami aussi de l'émission Bonjour d'Algérie qui à chaque fois nous ouvre les portes du musée et nous donne toute l'actualité. Le mois du patrimoine, c'est toute une actualité au niveau du musée Bardo. On en saura plus tout à l'heure. Et puis on aura également parlé de la 14e édition du festival de musique symphonique. Aujourd'hui, on aura la Tunisie comme invité d'honneur aussi dans notre émission. On parlera bien sûr donc de l'orchestre et surtout du programme de ce lundi avec bien entendu la Tunisie qui sera à l'honneur. On terminera l'émission avec bien entendu la rubrique de Amina Zeri, la rubrique patrimoine et culture. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur la chanson donc de Rah, Ghali Rah de Boujoum Al-Anqis et elle aura comme invité donc Nadia Boukhalfa qui sera bien sûr sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. Amel est là déjà, elle va nous présenter la météo et les nouvelles du ciel, c'est tout de suite. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. On peut dire que ces journées vous sont dédiées, Amel. Surtout le soir. Oh, on a surtout été gâtés le soir quand il hein. pleut. La pluie, la grêle. La grêle en plus. Ah là, oui, je suis pas d'accord. Hein. Pourquoi? C'est pas la grêle, c'est pas le moment. Pourquoi? Ah oui, pour Parce qu'il y a des floraisons et quand il y a les floraisons, la grêle va les taper abîmer. sur les petites fleurs et il n'y aura pas de fruits après. Non, Inch'Allah que non, Inch'Allah. Ouais, dommage. Ouais, mais bon, on verra bien. Hein. Bon, la pluie, c'est bon. Oui, oui. On vous écoute, Amel. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour cet après-midi, Météo Algérie prévoit des passages nuageux toujours sur les régions ouest, centre et est. Plutôt quelques pluies, mais vraiment des gouttelettes près des côtes ouest, centre et est également vers les hauts plateaux de l'est. À noter et des vents forts sur les hauts plateaux est qui peuvent avoisiner les 60 km/h et on aura aussi de la brume en matinée sur les régions des hauts plateaux ouest, mais le ciel deviendra dégagé tout au long de la journée. La moitié sud excepté, mais quelques pluies par endroits sur le nord des Oasis. Partout ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé, mais souvent voilé du côté de Tindouf et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables par endroits. Une petite augmentation du côté de l'ouest, 24 degrés du côté de Tlemcen, 23 à Oran, 20 degrés à Alger, 18 Tizi Ouzou également à Naba, 14 du côté de Djelfa, 15 Al Bayad, Tiaret, Batna et Relizane. Vers les régions sahariennes, eh bien, on relèvera 25 degrés vers le Bécharoua, Gardaya, 27 à Biskra, 34 Tindouf, 33 degrés à Adrar, Salah et Lizi, 36 à Tamanrasset, 40 à 42 degrés de Bodj Bedjimokhtar vers Ingezem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur les côtes est, peu agitée sur les côtes ouest et centre, avec des vents qui varient entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents sont de secteur ouest sur les côtes ouest et centre et jusqu'à 50 km/h sur les côtes est et les vents sont de secteur nord-ouest. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec le coucher du soleil qui se fera aujourd'hui vers 19h28. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez toujours consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi.
موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. De retour sur le plateau. On a un fou rire bon matin. Merci beaucoup, Amel. On vous dit bonne journée. Ça y est, c'est le fou rire. Bon, on vous laisse repartir avec le fou rire. Ça fait du bien, en tout cas. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on vous laisse apprécier cette chanson. C'est Shiban et on se retrouve juste après. Port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. دات الموجة وتكسلت، جازت تحتانا وبردها قاسح، ما فهمناها كيف تهولت. هاجت علينا وهواها قادح، دات الموجة وتكسلت، جازت تحتانا وبردها قاسح، ما فهمناها كيف تهولت. هاجت علينا وهواها يخوف. مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل. عايش في الوهام، هز في قلبه ما زالوا نية، وكاين اللي يداتو ليام تبع الفاني ونسى التربية، كاين اللي شاف روحه هوام قال غير خلي نزيد نبعد شوية، وهادي ليلة هدا يوم فاتو هوام بحر النفاق ما لاقي ضيق. مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، مادموزيل الجيري فجينا بطون سوليل، Mademoiselle Algérie, فجينا بطون سوليل، Mademoiselle Algérie, فجينا بطون سوليل. C'était une belle chanson donc de Shiban qui chante Mademoiselle Algérie. On l'accueille comme il se doit, comme chaque lundi matin. Il est parmi nous. À présent, vous avez pris le pli de le retrouver et surtout de prendre tous ses conseils avec grand plaisir. C'est Yassine Yala. Bonjour Yassine. Bonjour Amel. Comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Vous êtes en forme? Très bien, ça va. Vous va. avez partagé notre fou rire tout à l'heure en coulisses? Oui, tout à fait. Voilà, quand ça vient, ça vient. Quand ça vient, ça vient. Ben oui, voilà. Ce sont les choses de la vie aussi. Il faut bien rigoler parfois. Alors, on va parler donc dans un moment des vides dans un CV. Exactement. C'est voilà. Important de l'expliquer pourquoi et qu'est-ce que c'est que ce vide dans un CV. On va le voir tout de suite. Voilà, on se retrouve avec bien sûr cette rubrique qui revient chaque lundi et chaque samedi. On a le plaisir donc d'avoir quelques conseils que vous nous donnez pour bien se préparer lors d'un entretien d'embauche. Et bien sûr, cette fois-ci, comme je l'ai dit, c'est le vide dans un CV. Est-il bon ou mauvais?
Faut-il s'inquiéter ou pas quand on présente un CV pareil? Alors justement, parfois il y a des CV où il y a des vides. Et les vides sont dus à plusieurs raisons. Donc on va les voir justement. Donc c'est un moment qui fait transpirer les candidats au moment de l'entretien, au moment de refaire le CV, quand il y a des passages à vide. Alors justement, est-ce que c'est une période justement de sa vie professionnelle ou de son cursus où rien ne s'est passé, ou du moins rien d'officiel, rien d'officiel. Et justement, c'est ce qu'on va voir, comment en parler sans que ceci ne vous discrédite. C'est ça. Voilà. Comment, bien sûr, si c'est important ou pas, et bien entendu, faut-il mentionner ça sur le CV? Alors, il faut mentionner ça sur le CV. Alors déjà, pourquoi il y a des vides? Alors, le vide existe pour plusieurs raisons. On peut avoir connu un passage à vide durant sa carrière pour plusieurs raisons. Alors, soit pour prendre en charge un parent malade ou en fin de vie, alors ça reste oui, c'est un vide. Donc, on prend un congé justement pour ça. On prend aussi, parfois, il y a un passage à vide lorsqu'il s'agit d'élever un enfant en bas âge. C'est un projet noble, c'est un projet courageux, mais souvent sous-estimé. Parfois, c'est sa santé physique ou mentale qui prend un coup. Parfois, on est en burn-out, on est en plein épuisement professionnel, donc on a besoin de temps pour se reconstruire. Parfois, on se recherche professionnellement. On se recherche. On fait des formations et entre-temps, bien sûr, il y a un vide sur le CV. Il y a un vide, bien sûr. Il y a une année ou 2 ans ou plus. Voilà. Exactement. Vous êtes en reconversion professionnelle, comme on dit. Donc, vous faites une formation pour que vous puissiez changer de voie. Parfois aussi, on déménage, on change de ville, on change de pays. Donc, s'adapter à sa nouvelle vie, à sa nouvelle ville, à son nouveau pays aussi, même si, bon, pas à son nouveau pays, mais à son nouvel espace géographique, ça prend du temps aussi pour construire tout ça. Et parfois, c'est humain. On commet une erreur. On est peut-être licencié, peut-être il y a un licenciement économique Alors là, il faut s'inquiéter. Là, on aura du mal, on va un petit peu trembler quand on va aller voir les futurs employeurs. Oui, voilà. Ouais. Là peut-être, mais c'est humain. C'est humain, c'est les choses de la vie, quoi. Donc parfois, justement, il y a des erreurs. Parfois, on démissionne sur un coup de tête et on connaît un passage à vide après. Donc ce sont les raisons, justement, c'est les raisons, justement, de ce passage à vide. Il est important de le mentionner? Est-ce qu'il est mentionné de le mentionner? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut cacher? Le but, c'est de ne pas mentir, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce qu'on triche un petit peu sur les dates? Non. Est-ce qu'on remplit avec des détails vagues ou avec des informations vagues qui ne veulent rien dire? Non. Est-ce qu'on cache? Non. Donc, l'objectif, c'est d'être honnête, mais stratégique. C'est ça le mot d'ordre, c'est d'être stratégique, justement. Donc, si vous avez connu un passage à vide, il faut le dire. Par exemple, de 2022 à 2024, pause professionnelle, projet parental ou projet personnel. Si vous avez par exemple... Vous pouvez peut-être accompagner un des conjoints, bien sûr, sur une carrière professionnelle. Sur une carrière professionnelle ou contraint à changer de lieu de résidence aussi, si le conjoint est contraint à changer de lieu de résidence. Et aussi, parler aussi de cette période aussi, il faut valoriser cette période, surtout si on a acquis des compétences. Par exemple, pendant ce passage à vide, on peut avoir suivi une formation, comme vous le disiez. Oui. On peut avoir fait du bénévolat, c'est possible. Peut-être qu'on a appris aussi une langue étrangère. Peut-être qu'on s'est adapté, on a changé de pays, comme vous venez de le dire. Et là, il faut se concentrer aussi et valoriser ses capacités organisationnelles et linguistiques. Peut-être qu'on a appris une nouvelle langue en étant à l'étranger. Donc le but, justement, c'est mentionner ça comme pour un poste classique, en bullet points. Voilà, sur le CV. Alors, si on a changé de pays, il faut parler aussi de cette capacité à rebondir. C'est un plus sur un CV, c'est un plus, voilà. Soit, comme vous le disiez tout à l'heure, avec l'apprentissage d'une nouvelle langue, changement peut-être de carrière, avoir fait une formation qui est différente de sa formation initiale et pouvoir aussi en bénéficier dans une nouvelle carrière professionnelle. Tout à fait. Et puis, le recruteur voit aussi une façon d'adaptation, une nouvelle adaptation, une réadaptation. Alors, voilà. Ce sont des atouts. Avec beaucoup d'assurance, pouvoir en parler aussi lors d'un entretien. Exactement. Alors, comment en parler en entretien? Et c'est ça, alors là, on a vu comment le mentionner sur le CV. Mais en entretien, c'est une autre histoire. C'est une partie un petit peu angoissante quand il faut parler de ce passage à vide. Alors, le recruteur vous regarde dans le blanc des yeux et vous pose la question, et pendant ces 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Ou pendant ces 2 ans, vous n'avez pas travaillé. Pourquoi? Bon, c'est vrai que ce ne sont pas tous les recruteurs qui ont cette voix, ok? C'était juste pour... Alors là, il faut juste respirer, blague à part, respirer, se calmer. Et le but n'est pas de se justifier, mais juste d'expliquer. Et de montrer ce qu'on a appris. Alors, un exemple de formulation possible, on peut dire, si vous avez accompagné un parent malade,
Alors, vous pouvez dire que j'ai pris justement 2 ans pour m'occuper d'un proche qui était réellement malade. Et cette période m'a appris la résilience et l'adaptabilité. Si vous avez pris du temps aussi pour vous occuper de vos enfants, parce que vous avez fait un enfant, vous êtes occupé de vos enfants, vous pouvez dire que j'ai pris justement 2 ans ou 3 ans pour m'occuper de mes enfants, pour élever mes enfants. Voilà. Et comme vous savez, monsieur le recruteur ou madame la recruteuse, élever un enfant en bas âge peut être extrêmement chronophage, c'est-à-dire que Bien sûr, ça prend beaucoup de temps. ça vous prend beaucoup de temps. Cette période m'a appris la gestion du temps, la priorisation des tâches. Et aujourd'hui, je suis pleinement disposé et disponible et prêt ou prête à commencer une nouvelle carrière professionnelle ou à reprendre ma carrière en main. Voilà. Voilà. Il faut être honnête. Il faut être honnête, mais stratégique. Tout est dans le choix des Bien mots. sûr, Les mots ont le un choix des pouvoir. mots. Le mot a un pouvoir lors de l'entretien aussi. Il Voilà. faut vraiment être sûr de ce qu'on veut Exactement. faire parvenir, bien Exactement. Si vous avez fait peut-être, il faut quand même qu'on en parle, si vous avez fait un burn-out où vous étiez extrêmement fatigué, vous étiez en épuisement professionnel, ça arrive. Hein. Ça arrive, peut ce sont arriver. des choses qui arrivent. Là, vous pouvez dire tout simplement que j'ai traversé une période difficile, mais aujourd'hui, j'en suis sorti fort et je suis pleinement disposé à prendre ma carrière en Alors, main. ce qu'il faut éviter, bien sûr, est-ce qu'il faut éviter, bien sûr, de Oui, dire bien sûr, certaines il y a choses. des Par choses- exemple, quand vous faites une dépression, est-ce que vous allez le dire à votre futur employeur? Voilà, Non, j'ai été non, en non, dépression. Non, encore une fois, comme je l'ai dit, il faut être Burn-out. honnête, mais stratégique. On peut dire que j'ai traversé une période difficile et tout ça. En général, quand vous dites ça, le recruteur ne rentre pas vraiment dans le détail. D'accord. Alors, ce qu'il faut éviter, il ne faut pas mentir parce qu'un petit mensonge, même petit, peut complètement vous discréditer. Bien sûr. Ça se saura. Voilà, donc il faut éviter le mensonge. Il ne faut pas avoir honte de son parcours. Hein. Un recruteur humain peut très bien comprendre que la vie et que la vie personnelle et la vie professionnelle ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut éviter, il ne faut pas trop s'excuser, assumer son parcours avec assurance. Voilà. Ce sont les choses qu'on devrait éviter justement. Et quelquefois, c'est plus dur à avouer quand ce passage à vide est dû à un licenciement par faute. Par faute grave, pour faute grave. Voilà. Je ne parle pas du licenciement économique. Là, vous Une pouvez faute dire... professionnelle, c'est vrai, quand on vous licencie, on va devoir l'avouer et c'est très difficile. Exactement. Quand il s'agit d'une compression d'effectifs, là, Oui. ce n'est pas de votre faute, c'est l'entreprise C'est ça. qui a fait banqueroute, C'est ça. c'est l'entreprise qui a fait faillite. C'est ça. Là, vous pouvez dire que l'entreprise a connu une situation économique difficile et on était obligé de remercier les gens. Voilà. Mais quand il s'agit d'une faute disciplinaire qui vous a valu votre poste, là, la situation est un peu plus complexe et un peu plus compliquée. Le mot d'ordre là, c'est responsabilité, avec un grand R. Voilà, prendre la responsabilité. Le but Et pouvoir l'assumer et le l'avouer. but- Exactement, le but n'est pas d'avouer la faute, mais de dire ce que vous avez appris. Alors vous pouvez dire tout simplement, sans vous tirer une balle dans le pied, surtout il faut se rappeler de ça, que j'ai connu une période professionnelle difficile, j'ai commis une erreur de jugement, ça m'a valu mon poste. Ça m'a valu mon poste et une décision de licenciement. Et aujourd'hui, j'en tire une vraie leçon d'humilité, une vraie leçon de rigueur. Et depuis, j'ai travaillé activement sur cet aspect de ma vie professionnelle. Voilà. Donc en général, vous dites ça n'invite pas beaucoup de questions de la part du recruteur. Le but aussi, comme je le disais, c'est de montrer que vous avez pris conscience de votre faute professionnelle et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à redémarrer et surtout que vous êtes fiable. Que vous êtes fiable aux yeux du recruteur. C'est ça. Voilà. Et puis bien sûr, aujourd'hui, l'âge, l'assurance. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes font donc des formations pour la présentation, pour pouvoir être plus sûr de soi. Alors c'est des choses c'est des points positifs pour justement ces jeunes. Absolument. Maintenant, il y a tout. Qu'on soit jeune ou pas. Hein. Qu'on soit jeune ou pas, il y a toujours un moyen de se recycler et d'apprendre et de voir tout, et de travailler sur soi, que ce soit sur tout ce qui est développement personnel ou professionnel. Et puis vous pouvez dire très bien aussi que l'erreur, même si vous avez commis une erreur qui vous a valu votre poste, vous pouvez dire aussi que ce n'est pas l'erreur qui définit une personne, c'est comment on se relève après. Les vides dans le CV, Amel, ne sont pas fatales. Hein, ce ne sont pas des fautes. Ce sont des respirations, des moments de pause, parfois choisis, parfois imposés, parfois douloureux, mais ça raconte une histoire. Ça raconte votre histoire. Mais c'est toujours porteur de sens. Il y a toujours... Voilà, allez-y, je vous laisse continuer. Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que quand on présente un CV avec ce vide professionnel, c'est vrai quand on voit les dates, 2 ans où on n'a pas travaillé, il n'y a pas eu d'activité professionnelle, c'est très difficile. Mais une fois que vous êtes en face à votre futur recruteur, là c'est différent. On a des arguments, on peut savoir se présenter, etc. Exactement, il faut montrer qu'on est prêt à avancer aujourd'hui. Et puis Amel, un recruteur ne cherche pas un robot sans faille.
Ouais. Un recruteur cherche une personne avec du vécu, avec de la lucidité et une personne qui est prête aussi à rebondir. Ouais, quand on vous écoute, on a tout de suite envie d'aller se présenter à un entretien d'embauche. C'est rassurant. Quand on est avec vous, c'est rassurant. C'est ça parce que c'est aussi le fruit de plusieurs années d'expérience. Ce sont des choses que j'ai vues aussi, des CV. Vous êtes dans la ressource humaine, on le rappelle. Dans la ressource humaine, voilà, avec des vides, etc. Donc c'est comment la personne... Il y a eu des gens, il y a eu des gens qui étaient en blocage en face du recruteur, en face de moi, à cause de ces vides, de ces passages à vide. Donc le rôle aussi du recruteur, là aussi j'exhorte les recruteurs à les mettre en confiance et à voir surtout à s'intéresser comment cette personne a rebondi suite à ce passage à vide. Voilà. Et ça peut arriver à tout le monde. Voilà, exactement. Un bon manager arrive à déceler tout cela. En tout cas, merci beaucoup Yassine. Je vous en prie. On se retrouvera dès samedi, Inch'Allah. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci. On continue notre programme, ça vient tout juste de commencer. Je vous invite tout de suite à faire un bond vers donc la ville de Mila, un gros plan sur la vieille ville de Mila. C'est un reportage signé Ismail Belkhaïdia. Patrimoine d'une valeur inestimable, la vieille ville de Mila fait l'objet d'une restauration à même d'en faire à l'avenir un véritable musée à ciel ouvert. Nous avons programmé pour cette année et donc la numérisation d'autres sites qui ont une valeur historique. D'abord la première mosquée construite en Algérie, qui est la mosquée de Bouhadjer Dinar. Deuxièmement, les maisons des grands de cette révolution algérienne et de cette vieille ville qui sont Feu Bossouf et Feu Bentobal. Et nous avons ajouté donc quelques sites qui sont historiques et qui représentent quelque chose pour les anciens Mileviens et même pour les Algériens. L'opération consiste à éliminer toute menace pesant sur le patrimoine, en commençant par l'arrachage des arbres dont les racines endommagent les murs. Elle inclut également la réhabilitation des murs gravement détériorés, ainsi que le pavage des voies avec des pierres taillées. De nombreux sites emblématiques de la ville sont concernés par ces travaux, notamment le site de Sidi Sadoun. Cette opération s'inscrit aussi dans une démarche plus large visant à ouvrir la ville pour en faire un véritable musée à ciel ouvert, reflétant les multiples civilisations qui s'y sont succédées au fil des siècles. Les chercheurs ont mis à profit les nouvelles technologies pour effectuer une numérisation des sites afin de les préserver et d'en faire des thèmes de recherche. On va faire de la photogrammétrie aérotransportée, c'est-à-dire que le drone a une caméra de bonne qualité, on a un programme, on va cercler la ville, c'est une grille, où il y a des photos qui manquent et grâce à ces photos, on a des logiciels de photogrammétrie qui vont interpoler un modèle 3D. Donc il y a un modèle 3D, on a la ville en couleur, on a un nuage de points en couleur, on a une topographie plane, précise au centimètre. Les docteurs Tsana, les techniciens et ingénieurs sont chargés de scanner le vieux Mila, mais au sein du vieux Mila, il y a un patrimoine très riche. Même dans la mosquée, c'est des strates d'histoire. C'est des strates d'histoire non connues. D'accord, il y a peut-être l'anté-romain, même préhistorique, numide, il y a le romain, le byzantin et l'ottoman. La fontaine de Ain Bled est l'une des plus anciennes fontaines encore fonctionnelles en Afrique du Nord. C'est quelque chose de très rare. Elle est fonctionnelle, mais on a d'autres projets en relation avec la fontaine, c'est de chercher tout le système hydraulique. La mosquée Sidi Ghanem est considérée comme l'un des monuments les plus importants, notamment parce qu'il s'agit du premier édifice islamique fondé par Abu Muhajir Dinar. Elle serait ainsi le plus ancien monument religieux dans le Maghreb, après la mosquée de Kairouan en Tunisie. Nous disposons de nombreux éléments architecturaux qui suscitent un véritable intérêt. Chapiteaux, colonnes, pavages, niveau de construction, points d'ancrage, tous ces fragments constituent autant d'indices précieux qui nous permettent d'établir un dossier cohérent, étayé par une réflexion scientifique rigoureuse visant à reconstituer et à valoriser ce patrimoine. Les travaux de restauration avancent à un rythme appréciable qui permettra une valorisation de ces vestiges historiques.
Voilà, on a pu voir bien sûr la restauration de cette vieille ville de Mila. C'est important de pouvoir parler de restauration, de réhabilitation du vieux bâti aussi, pour encore une fois rappeler la mémoire de nos ancêtres et surtout la préserver. Avec nous, des personnes soucieuses justement de notre patrimoine, qui en parlent énormément. Il y a bien sûr avec nous Samira Hadjamal qui revient pour nous parler donc de notre patrimoine. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Avec bien sûr la rubrique Écume et patrimoine. Déjà hier, on avait un petit avant-goût du programme qui se profile pour tout le mois du patrimoine. Et un ami de Bonjour d'Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure en l'annonçant, c'est Monsieur Zouhir Harishen. Bonjour. Zouhir Harishen. Bonjour. Oui, tout à fait. Comment ça va? Ça va, merci. Merci pour l'invitation. On est très heureux. Vous êtes le directeur du musée Bardot. Vous le disiez depuis déjà 2016. Exactement, oui. Et une belle équipe en tout cas qui travaille dans ce musée. Pourquoi je le dis? Parce que vous nous ouvrez toujours les portes, nous, journalistes, et surtout quand aussi on parle de certaines thématiques qui parlent de patrimoine, qui parlent de préservation de tous nos biens culturels. Voilà. Vous êtes là parce que c'est le mois du patrimoine, évidemment. Exactement. Et on va parler aussi de tout votre programme, le programme du musée Bardot. Exactement. Alors, bon, c'est-à-dire cette année, la thématique, c'est le patrimoine et l'intelligence artificielle. C'est ça. Bon, en fait, c'est un grand thème. Le musée, comme tous les musées, se prépare à cet événement, parce que ça va être l'avenir. Bon, on n'a pas encore utilisé cette technologie qui est innovante, mais on se prépare. On se prépare par, en fait, l'intelligence artificielle se nourrit de données numériques. C'est ça. Et qui dit c'est-à-dire données numériques, dit numérisation, c'est-à-dire d'objets archéologiques, d'objets ethnographiques, numérisation des archives et tout ça, pour constituer le noyau de cette intelligence artificielle. En fait, ce n'est pas une intelligence, mais des intelligences artificielles dans différents secteurs, et c'est-à-dire le patrimoine en général, il est dedans. Donc, nous, en tant que, c'est-à-dire en tant que musée, on veut être dedans et non pas des consommateurs de cette technologie. On a toujours vu que justement les archéologues, les chercheurs dans ce domaine-là, dans le domaine donc, de la recherche, la paléontologie, la préhistoire, etc., avaient besoin de certains outils. On l'a vu à maintes reprises, il y avait des conférences pour parler justement de ces nouveaux outils qui ont facilité les recherches, la découverte pour pouvoir détecter des fossiles plus facilement, etc. Exactement. Et aujourd'hui, on arrive même à l'intelligence artificielle qui est encore plus développée au niveau mondial, et aujourd'hui en Algérie, c'est le cas encore. Exactement. On arrive à travailler avec. Exactement. En fait, c'est-à-dire, c'est qu'il y a une école d'intelligence artificielle. On est allé vers eux pour les associer, vu que c'est un domaine, c'est-à-dire un peu pointu, compliqué, tout ça. Et on leur a demandé, c'est-à-dire d'être nos partenaires, c'est-à-dire pour développer des contenus liés à cette technologie dans notre domaine qui est le patrimoine. Ils étaient très ouverts et très réceptifs. Normalement, c'est-à-dire durant les prochains jours, il y aura des étudiants de cette école qui vont visiter le musée. On va leur ouvrir tout le musée, nos réserves et tout ça, c'est-à-dire pour qu'il y ait une idée de ce riche patrimoine, et comme ça, ils pourront développer des programmes, générer des algorithmes pour des sujets bien pointus, par exemple comme la conservation, de développer des contenus liés à la médiation. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est tellement vaste, et ça va être... en fait, on va entrer dans une ère qui est l'ère de l'information. Alors, vous connaissez les aires, les différentes aires dans votre domaine, mais cette fois-ci, c'est des aires donc, pour faire avancer la recherche et pouvoir travailler en corrélation avec des nouvelles start-up, pourquoi pas, pour pouvoir encore une fois optimiser ces données
de recherche et les montrer au grand public au niveau de votre musée. Alors vous avez des collections extraordinaires au niveau du musée Bardot, de très belles expositions ont eu lieu. Samira en connaît pas mal et d'ailleurs elle avait fait un gros plan sur le musée Bardot. C'était magnifique le musée Bardot. C'est pas uniquement le musée du Bardot, c'est surtout le musée de la préhistoire. Voilà. De la préhistoire et de l'ethnographie. Donc quand il a très belle collection. Les réserves, parce qu'il y a des trésors à l'intérieur et puis les étudiants ont de la chance. Et pourquoi peut-être l'intelligence artificielle va aider, c'est que surtout, elle va peut-être aider aussi à la réhabilitation, à la restauration d'objets, du bâti aussi, tu l'as dit. Et puis, peut-être des choses qui ont disparu, on pourra les faire ressusciter, même par rapport aux objets, je veux dire, et à l'immatériel aussi. Exactement. Un exemple flagrant, voilà, un exemple, celui donc de Djilali Hadjouis qui a fait cette présentation lors de la conférence, comment reconstituer un crâne donc, qui datait depuis plusieurs millions d'années et pouvoir aujourd'hui lui donner un visage et comprendre quelle a été donc sa vie. Et pourquoi son évolution et comment est-il mort? Donc, cette personne est-il morte? En fait, il y a un projet avec le professeur Djilali Hadjouis. On est en train, c'est-à-dire, nous sommes dans les phases primaires. On prépare une exposition sur les hommes anatomiquement modernes d'il y a 20 000 ans. À travers le sujet de Djilali Hadjouis, c'est-à-dire qui développe, c'est un peu la restitution faciale des hommes préhistoriques d'il y a 20 000 ans, c'est-à-dire, en fait, c'est les Homo sapiens, c'est les Ibéro-Mauriciens. Nous avons une petite collection c'est-à-dire de fossiles humains ibéro-mauriciens, et ça va être le sujet, normalement, ça va être, c'est-à-dire, je n'ai pas actuellement une date exacte, mais ça va être, c'est-à-dire, non, pas au cours du mois, mais c'est-à-dire durant l'année 2025. En ce moment, on est en train de préparer une autre exposition sur l'art rupestre, à travers des collections que le musée possède aussi. Et ça va être une vision sur l'art rupestre de deux régions, celui de l'Atlas saharien et celui du Tassili Najer. Ce sont deux régions vraiment immenses. Peut-être préciser que l'Atlas saharien, il traverse 7 wilayas. Donc cette wilaya, en fait, c'est 2000 km de longueur, 300 km de largeur. Donc, il regroupe environ 5 wilayas. Et nous avons aussi, c'est-à-dire le musée possède des restitutions de certaines stations qui ont été faites, depuis presque, je dirais peut-être 50, 60 ans. Ils sont conservés au musée, ils n'ont jamais été présentés. On va les présenter. Nous avons aussi quelques fragments d'art rupestre et de gravure rupestre du Tassili. C'est vrai que ces fragments, maintenant, c'est devenu illicite, c'est-à-dire... On n'a pas le droit de les enlever du site. Oui, bien sûr. Il faut les laisser in situ? Normalement. Mais le musée, c'est-à-dire durant une phase qui est très lointaine. Vous savez, avant, c'était normal de couper, d'arracher une roche avec des fragments, mais maintenant, c'est tellement interdit. Ce qui est bien dans l'exposition, c'est que, vous savez, c'est-à-dire l'archéologie, ou l'objet archéologique, on le voit ou bien sur site et on peut le voir au musée. Les gravures rupestres, on ne peut pas les voir. Il faut se déplacer. Et se déplacer au Tassili, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, c'est tellement loin. Se déplacer en Kabylie, il y a aussi des gravures. Mais c'est deux choses différentes. Vous savez, c'est-à-dire l'art du Tassili diffère de l'art de... Mais c'est deux... Voilà, exactement. Tout à fait. Eh bien, on va parler un petit peu du programme pour ce mois-ci au niveau du musée Bardot. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles collections qui vont sortir depuis bien longtemps, qui vont être dépoussiérées, ou vous avez un programme bien précis? Oui, en fait, c'est-à-dire, en fait, notre programme, il s'étale sur toute l'année. Nous avons une rubrique qui s'appelle l'objet du mois, qui est une rubrique qui présente chaque mois un objet qui n'est pas exposé. Alors, on le présente d'une façon physique et on le présente d'une façon virtuelle à travers sa numérisation. Cette numérisation va servir
comme je vous ai dit, après, pour constituer une base de données qui va servir, c'est-à-dire futurement, c'est-à-dire lorsqu'on aura accès à cette intelligence artificielle pour générer du contenu, pour générer des chatbots, par exemple, c'est-à-dire ce qui est bien dans cette technologie, c'est qu'elle est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être, c'est-à-dire on peut ne pas se déplacer, mais visite virtuelle. Exactement. Et même le langage véhiculé, c'est-à-dire un Chinois pourra... C'est accessible à tous? Oui. C'est accessible à tout le monde. Et même, c'est-à-dire, elle génère automatiquement c'est-à-dire un langage selon la personne qui est à côté. Bien, on a toujours besoin des guides, bien sûr, des musées qui sont formés pour, ils sont là pour nous donner des détails qu'on ne connaît pas, bien sûr. Il faut aller les chercher dans les livres, mais les guides sont là pour nous faciliter et vulgariser surtout l'explication. Un bon guide. Voilà, un bon guide, tout à fait. Bien sûr. Alors, il va y avoir incessamment une autre exposition à découvrir? Oui, prochainement, c'est-à-dire normalement durant le mois du patrimoine, avant le 18 mai, il y aura une exposition qui va parler un peu d'art. On va présenter à travers une scénographie bien attractive et tout ça, élaboré, c'est-à-dire pour présenter ces deux régions, qui est le Tassili-Najer et l'Atlas saharien. Magnifique. Bon, on est curieux donc de voir ces belles expositions et on attendra avec impatience, bien sûr, la date précise. Bien sûr, tout le mois du patrimoine. Mais rappelez aussi que pendant toute l'année, il y a l'exposition permanente du musée du Bardo qui est sur la préhistoire. Oui, on peut voir beaucoup de choses. Ah oui, bien sûr. Voilà. Justement, il y a 2 ans, on a préparé une exposition sur les travaux de préhistoire sur les 2 sites. Site exceptionnel qui est le site de Ain Bouchrit et le site de Tirnif, qui sont en cours de fouilles de chat par des équipes algériennes pluridisciplinaires. Avec eux Oui, je fais partie des 2 projets. Donc, on a fait une exposition pour présenter un peu les résultats de ces fouilles. Il faut savoir que le site de Ain Bouchrit a été publié dans la revue Science, qui est une revue prestigieuse en 2018, et ça a fait un boom incroyable. L'Algérie ne cesse pas de faire parler d'elle à travers ses recherches archéologiques en ce moment, qui est vraiment un berceau très important de l'humanité. C'est le 2e berceau de l'humanité, après celui de Gona en Éthiopie, qui est daté de 2,6, et Ain Bouchrit 2,4. En fait, ce n'est pas seulement la datation, c'est vrai, c'est une datation énorme, mais aussi, ça a changé tout le concept c'est-à-dire de la présence humaine en Afrique. On pensait que la présence était en Afrique de l'Est, mais maintenant, c'est tout le continent africain. Parce qu'entre 2,6 et 2,4, c'est 200 000 ans, c'est rien, 200 000 ans par rapport à l'évolution humaine. C'est vrai. Et puis, il y a des dates prochainement de fouilles qui vont commencer. Oui. On prépare aussi une publication sur le site de Tirnif. Il a donné, c'est-à-dire des données qui étaient vraiment ignorées. Et c'est prometteur aussi. Parfait. Eh bien, restez avec nous. On va s'intéresser tout de suite à, justement, Samira, on l'en connaît beaucoup sur la recherche. Elle va nous en dire un peu plus concernant ses recherches sur le mois du patrimoine. C'est tout de suite. L'actualité, bien sûr, du mois du patrimoine, c'est important. Très, très important. Hier, vous aviez commencé à nous donner quelques lignes et quelques rendez-vous à ne pas rater. Le programme est immense. Il y a énormément de choses. On l'a dit, le ministère de la Culture a associé toutes ces structures, exactement, les institutions qui dépendent de son secteur, les musées, bien sûr. On peut donner l'exemple d'Oran, donc le musée d'Oran qui a choisi de présenter des choses, des collections ou des expositions plutôt, en utilisant la technologie d'hologramme. Alors, c'est nouveau. C'est nouveau. Et les gens, le public, il est toujours fasciné quand il découvre ce genre de choses. On sait aussi qu'à Sétif, ça fait longtemps, Chedia, la directrice, ça fait longtemps qu'elle utilise aussi des hologrammes pour présenter. Le musée de Sétif est fabuleux. C'est l'un des plus beaux musées d'Algérie. Ils sont tous beaux. Mais celui après le Bardo, bien sûr, le directeur est là. Le musée de Sétif est fabuleux. Il faut absolument le visiter, ne serait-ce que pour découvrir les sublimes mosaïques qu'il y a, celle de la toilette de Vénus. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, Djmila, c'est pas loin. Alors là, si on peut aller à Djmila, c'est beaucoup
mieux. Et on parle un ciel ouvert. Pourquoi l'intérêt, où réside par exemple l'intérêt et l'importance de l'intelligence artificielle? C'est que par exemple en 1836, petite anecdote comme ça, mais historique et importante, le duc d'Orléans est passé par Djumila, il a vu l'arc de triomphe, l'arc de Caracalla, et il a décidé, à ce moment-là, ça veut dire que ça allait se faire et tout a été fait pour déplacer l'arc de Caracalla à Paris, entre la place de la Concorde et des Tuileries. Grâce à Dieu, il est mort, et le duc d'Orléans. Et ça s'est jamais fait. Mais on peut imaginer ce qui serait... C'est terrible, ils étaient prêts. Voilà, donc ça peut... on aurait perdu un patrimoine. Voilà, encore une fois, préserver notre patrimoine, le récupérer aussi, parce qu'on en a récupéré pas mal depuis ces dernières années. Et heureusement, ça fait la richesse donc, de notre pays. C'est une attraction pour le touriste et surtout comprendre notre histoire. Voilà, donc aussi ce qui est important, c'est, vous l'avez dit, le data, le data ou la data ou les data, comme on veut, la collecte d'informations. C'est ça. C'est le stockage d'informations, c'est aussi la documentation. Tout ça, l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir des informations que même pendant des générations, exactement, elles ne disparaîtront jamais. Ça est la mémoire du monde, on fait. Ça. Après, quand c'est fait par des spécialistes, des structures dédiées, l'information est juste et correcte. Ce sont des chercheurs, des enseignants, qui entrent des données. C'est pas une, même s'il y a des chercheurs, bon, à titre individuel, qui font un excellent travail aussi, ça reste une information juste, ou je veux dire un travail qui est juste et correct. Et c'est une machine qui à partir de là, le propose au monde. Voilà. Donc, si on peut rappeler, par exemple, qu'à Tiaret, il y a à peu près 192 stations archéologiques, et Tiaret aussi est associé à travers ses directions de culture. Donc, il y a des expositions. Alors, en général, comme à Biskra, par exemple, on peut rappeler qu'ils ont mis cette année à l'honneur le tapis. Tout va tourner autour du tapis. La conférence, tout ce qui est ethnographique, des expositions, déjà, à Gardaïa, il y a une rencontre sur le tapis. Il y a eu donc une belle rencontre sur les tapis et surtout parler aujourd'hui de l'importance de la transmission du tissage des femmes, bien sûr, vers leurs filles, bien sûr, et des générations en génération, et surtout travailler sur les pigments naturels. Revenir aux pigments naturels. Alors ça, il y a eu des formations dans ce sens-là. On l'a vu à travers donc, les reportages qui ont été faits par nos collègues de la station régionale donc, de Ouergla. Alors, en parlant de Ouergla, par exemple, ils ont aussi mis le cinéma à l'honneur, puisqu'il y aura le cinéma ou le documentaire. Donc, il y aura des projections, je ne sais pas si on a vu défiler les images. À Ouergla, il y aura la projection de 2 films qui parlent on va dire, de l'héritage aussi de Ouergla. Il y a aussi des conférences sur il y a une casbah à Ouergla, donc sur le bâti aussi à Ouergla, qui est très spécifique à la région. Ça rappelle aussi qu'à la Villa Boulkine, ce qu'on appelle le jardin d'été du Dey Hussein. Le musée d'Afrique. Très belle maison. Voilà, le musée d'Afrique. Le siège temporaire du futur musée de l'Afrique. Voilà. Et donc, la Villa Boulkine, elle va accueillir des conférences, alors 2 qui m'intéressent particulièrement, sur l'architecture et puis le bâti, puis le futur surtout de la Casbah d'Alger, et celle de Délice. Délice, elle est... oui, en danger. Elle est très belle. Oui, elle est très belle, mais elle est en danger aussi. Alors, toutes les casbahs sont en danger. Pourquoi? Parce qu'elles ont été... Ce sont des casbahs millénaires. On parle d'un patrimoine qui ne date pas l'Algérie, ce n'est pas un pays qui est préfabriqué. Ce n'est pas du béton. C'est une succession de présence humaine. C'est-à-dire depuis... fabuleuse, on va dire. Oui. Donc, avec des architectures, une urbanisation, et parfois souterraine, on peut le constater sur la ville d'Alger. On a... les fouilles de Saht Chouhada, bien sûr. On a 7 siècles d'histoire. Donc, 7 siècles d'histoire, c'est 7 siècles d'architecture, d'urbanisation, de mode social. De savoir-vivre et de savoir-faire de l'époque. De matériaux aussi, parce qu'on a beau dire, on utilise les matériaux qu'il y a sur place. Et bon, nous, on a aussi... Un mortier peut-être, qui serait peut-être révolutionnaire au jour d'aujourd'hui, puisqu'il a traversé le temps aujourd'hui, et ça a tenu quand même. Voilà. Donc, merci beaucoup, Samira. Voilà. Des activités, il y en a plein, et dans toutes les wilayas. Au mieux, on peut se rapprocher des directions de culture. On peut aller au musée de sa ville, en fait, simplement. C'est parfait.
C'est gratuit, l'accès est gratuit Voilà. et c'est une très belle occasion pour découvrir le patrimoine. Inch'Allah. Merci beaucoup Samira. Merci On vous retrouvera dès vendredi avec bien sûr un autre volet de Écume et Patrimoine. Quant à vous, Monsieur Harishan, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Bon courage pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et puis à très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Linda Teboul qui nous fait donc découvrir l'une des soirées du festival culturel de musique symphonique. On se retrouve juste après. La salle était comble, le public venu nombreux pour célébrer cette rencontre musicale d'envergure à l'Opéra d'Alger. En ouverture de soirée, un trio mexicain composé du pianiste Ronaldo Grazza, de la soprano Luisa Mordel et du baryton Carlos Reynoso a littéralement envoûté l'auditoire avec des prestations vocales puissantes et pleines d'émotions. J'étais ici l'année dernière et je suis tombé amoureux de votre pays et je suis ravi de revenir. On est ici pour fêter la musique, pour fêter les gens, pour fêter les personnes qui peuvent être ensemble pour préparer un festival. Nous, on a préparé de musique mexicaine et c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous présenter de la musique de notre pays et de voir la musique des autres pays aussi. Oui, bien sûr, on est très content d'être ici au festival, en rencontre de plusieurs pays, de nombreux pays qui partagent notre musique. Et du coup, c'est une belle chance, une belle opportunité d'être ici et pour partager notre musique, la musique mexicaine. Et comment vous avez trouvé l'Algérie? Magnifique, magnifique, parce que on disait que juste sortir de l'avion, ça se ressemble beaucoup au Mexique. Et on se sent un peu comme chez nous, c'est-à-dire les gens, pas seulement parce que les tons c'est plutôt pareil qu'au Mexique, mais aussi parce que les gens sont hyper chaleureux, le public était hyper gentil, on nous accueille très bien et on se sent vraiment chez nous. Bueno, me parece muy bonito, me gustó muchísimo este teatro, es un teatro muy hermoso. C'est hyper beau, l'Argélie, ce théâtre, c'est un théâtre magnifique, c'est très beau. D'accord, et par rapport au public, comment elle a trouvé le public algérien? ¿El público qué tal? Muy cálido, Très muy chaleureux. cálido, muy contentos. Creo que estuvo muy bien para ellos, les gustó. Ils ont bien aimé, je pense qu'ils ont bien aimé. En coulisses, l'orchestre du Venezuela se prépare. C'est la deuxième fois ici à l'Algérie. J'avais venu pour les dernières éditions du Festival de musique symphonie de l'Algérie. Et je suis très heureuse. Très belle à partager avec la communauté algérienne, avec l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Et c'est très émotif de partager la musique, la culture et aller concerts. Le pays, invité d'honneur de cette édition, se montre à la hauteur des attentes. Lorsque les musiciens montent sur scène, ils sont accueillis par une pluie d'applaudissements. Leur performance, riche et rythmée, emporte le public dans un voyage musical. C'est la première fois que j'assiste à un événement pareil, je m'appelle par hasard. Et franchement, j'ai vraiment apprécié pour une première expérience. C'était magnifique. On a vu les deux pour l'opéra au Mexique, splendide. Et puis l'orchestre, après par la fin, c'était juste inoubliable, franchement. C'est une expérience à faire.
Une soirée grandiose où les notes ont franchi les frontières, rappelant que la musique reste le plus beau langage universel. Il s'agit de la deuxième journée du festival brillamment animé par les deux pays aux cultures musicales riches, le Mexique et le Venezuela. De retour sur le plateau, on va continuer à parler bien sûr du festival culturel de musique symphonique. Avec nous un invité, un ami de l'Algérie. La Tunisie est à l'honneur aujourd'hui avec monsieur Saïfallah Tarchouni. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, marhaba bik, chère madame. Bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices. C'est gentil d'être parmi nous. Vous êtes le directeur général de l'Opéra national de Tunis. L'opéra qui voit aussi un nouvel élan aussi dans le domaine de la musique classique, parce que vous avez toujours été soucieux donc, de former dans le domaine classique, n'est-ce pas? Surtout, oui, vous me permettez, je vais m'exprimer en arabe. Donc, le théâtre de l'Opéra de Tunis هو مؤسسة ناشئة يعني مكلفة بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية الكبرى على المجال الإقليمي والدولي وبما فيه مجال الأوركستر السيمفوني إلى جانب الباليه وإلى جانب إذن كل ما هو آر بوبولير والفرقة وأول الموسيقى التونسية. دونك دون سو كادر لا اوني تونس دونك مستدعاة اليوم أو تم دعوتها للمشارك في المهرجان السيمفوني الدولي في الجزائر، والأوركستر السيمفوني التونسي باش يشارك بعرض هذه الليلة بقيادة نعم قائد الأوركسترا شادي قرفي. دونك احنا نشكركم برشا على حسن الضيافه وانكم ان نكونوا بينكم في les collaborations ne sont pas nouvelles puisque vous avez l'habitude de recevoir aussi nos chefs d'orchestre, nos musiciens, nos orchestres en Tunisie, puisque tous les 2-3 mois vous avez des rencontres, la nuit des chefs. projet artistique qui s'appelle la nuit des chefs. دونك استدعينا الاخ لطفي السعيدي القائد شارك مرتين معنا في لانوي دي شيف، كانت اذا عروض اكسبسيونيل وباش تكون زاده ممتده في المستقبل اشاك فوا كو لوبورتونيتي معناها تكون موجوده ننظموا سيت سواري لا لانوي دي شيف وان انفيت دي شيف دوركستر اراب سورتو باش نكونوا اون هارموني ونخلقوا يعني اعمال فنيه اوبراليه رائعه راقيه فيها قيمنا الثقافيه المشتركه وقيمنا الموسيقيه المشتركه. Il s'agit de nouvelles créations مع بعضنا. C'est ça. نعم. Et vous donnez toujours la chance aux jeunes et surtout la formation, bien sûr, des jeunes diplômés en musique classique pour pouvoir aussi faire connaître l'opéra de Tunis. Je me permets donc في المناسبة هذه باش نقدم مدينة الثقافة. مدينة الثقافة اللي هي لاستيد لا كولتور مشروع كبير ممتد على 9 هكتار. فيه إذا كل المجالات الثقافية على مستوى التكوين وعلى مستوى الإنتاج وعلى مستوى إذا التعريف بالخصوصيات والمميزات التونسية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. بعد التكوين هو بعد حاضر وراسخ في كل هذه الأنشطة التي تقوم بها مدينة الثقافة ومسرح أوبرا خصوصا. وتشريك الشباب هو يعني عنصر هام ومعناها موجود في كل الأنشطة اللي تقوم بها المدينة. À l'exemple du chef d'orchestre qui sera présent ce soir sur les planches de l'Opéra d'Alger, parlez-nous un petit peu de son parcours, le jeune. Oui, شادي القرفي هو دكتور معناها ذو قامة فنية كبيرة. توا يقود حاليا الأوركستر السيمفوني التونسي في مسرح أوبرا تونس ومعروف على المستوى الدولي. وهذه مناسبة جديدة بالنسبة لنا أن يكون حاضر اليوم على ركح من معناها راقي جدا في الجزائر لتقديم عرض سيمفوني تونسي. Avec l'ensemble de l'orchestre aussi, qui sont de jeunes musiciens tunisiens. Exactement, on est à 25 musiciens إن شاء الله اليوم باش نكونوا معاكم وباش يقدم يعني معزوفات opéralière بخصوصية تونسية. Vous avez le programme aussi de ce spectacle. Artistiquement, c'est le chef d'orchestre qui en parlera. Mais
باش تكون يعني معزوفات سكسيسيف اللي هي يعني تحمل في طياتها يعني ميزات موسيقيه كونيه ب يعني اصابع تونسيه. Tunisia, bien sûr, comme chaque chef d'orchestre hein, qui se respecte. Bien entendu, c'est vrai que le classique reste le classique. Et nous, la brillantissime donc, de ces chefs d'orchestre, de pouvoir faire connaître aussi la culture de ce pays, de leur pays. Exactement. Voilà. Alors, surtout, le programme sera un programme mixte, puisqu'il y aura la Tchéquie et aussi il y aura l'Allemagne, en présence, bien sûr, de la Tunisie, qui donnera aussi son programme. À partir de 18h30, sur les planches de l'Opéra d'Alger, bien sûr, ils seront tous présents. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Voilà. Et puis, en tout cas, vous avez aussi un beau projet de la création du festival donc, de l'opéra. Ça a déjà commencé. Du monde arabe, hein, l'opéra du monde arabe. Vous le savez, donc, 9 دول عربية أنشأنا شبكة عربية للدول العربية التي لها مسارح أوبرا. هذه الشبكة دورها تعريف بمسارح أوبرا في الدول هذيك، تشبيك العلاقات على مستوى يعني التكوين والإنتاج. وفما مشروع فكرة أنه باش يتم تنظيم مهرجان لأوبرا مسارح الدول العربية، باش يكون في كل مرة في دولة من الدول هذوما الأعضاء فيها الشبكة هذه. وهذا فعلا يعني كانطلاق، نقطة انطلاق مهمة جدا لإعطاء الاهتمام. هذا مسارح الأوبرا يعطيه يعني لمسة أو طابع تنفيذي، نوليو فعلا ننجو أعمال فنية مشتركة مع بعضنا إن شاء الله، ونتبادلوا التجارب والخبرات، لأنه كما تعرف على مستوى الخبرات ما فماش يعني de grandes différences. Hein. Tout le monde va dans le même sens, toujours pour faire rayonner la musique et le savoir-faire, bien sûr, donc des musiciens. Au sens arabe commun surtout، باش نكونوا مع بعضنا في توجه يعني لدعم هذا النوع من الفن اللي مازال مش لاقي حظه كوم يلفو. خصوصا على مستوى الجمهور. احيانا يبدا عرض مهم جدا لكن على مستوى الجمهور ما فماش اقبال كبير. دونك التعاون هذا من شأنه انه يخلق جمهور لهذا النوع من الفن اللي هو اللي يعطيه الروح باش يواصل في المستقبل ويكون يعني. Je rappelle donc Saifullah Tarchouni, vous êtes donc le directeur général donc de l'Opéra national de Tunis et vous êtes docteur en sociologie, il faut le rappeler. Voilà, marhaba bik ici. Et puis on reverra donc l'orchestre symphonique de Tunis ce soir avec d'autres formations, donc d'autres orchestres bien sûr, la Tchéquie et l'Allemagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on va voir tout de suite une vidéo. C'est donc la jeune Yamina Biadji qui a fait donc tourner toute une pièce théâtrale où elle parle donc de sa grand-mère et raconte bien sûr les affres du colonialisme. Eh bien, elle raconte cela à travers sa pièce théâtrale Fil Rouge. Regardez, elle s'exprime. Je suis Elisa Biadji et je suis autrice et actrice du spectacle Le Fil Rouge, un spectacle qui est un hommage à ma grand-mère ainsi qu'à toutes les femmes qui ont combattu pendant la guerre d'Algérie. Ce spectacle se jouera le 25 avril au Centre culturel algérien de Paris à 20h30. Nous respirons un seul souffle. On a un seul corps, une seule voix. Je me suis mariée alors que je ne connaissais pas mon mari. À l'époque, c'était la norme. J'ai recherché, ainsi que toutes les femmes de notre famille. Et je suis épuisée par l'accouchement de mon premier garçon. Ce spectacle est pour le peuple algérien, il est pour vous. Merci de m'accueillir. Merci au public de Bonjour d'Algérie de nous avoir suivis. On se retrouve sur le site du Centre culturel algérien de Paris pour les billets et à vendredi. Voilà, la date a été donnée et le lieu également. Donc ce vendredi au Centre culturel algérien donc de Paris, vous pouvez donc la retrouver. Eh bien, on vous dit merci, donc on dit encore une fois merci à notre invité, Monsieur Saifullah Tarchouni, et puis on vous invite à suivre ce reportage signé Smaïl Belkhaidia qui s'est intéressé à l'écotourisme avec cette association qui s'appelle Ecosirta. On se retrouve juste après.
Plusieurs fois millénaire, Constantine est le centre d'intérêt d'un tourisme particulier que l'association EcoCirta entend développer par le biais d'activités qui sont en adéquation avec la nature. On fait la promotion. Nous aspirons à promouvoir la science citoyenne. Certes, la majorité des membres de notre association sont issus de milieux scientifiques, mais nous nous inscrivons pleinement dans la dynamique de la société civile. Notre objectif est de sensibiliser les citoyens à l'échelle nationale à l'idée qu'ils peuvent aussi contribuer activement à la production de savoir et à la préservation de l'environnement. L'atelier d'aujourd'hui, son premier but, c'est de valoriser l'écosystème et la biodiversité du rocher de Constantine et de l'intégrer dans le développement durable de la ville. La promotion de l'écotourisme passe par la création de nouveaux circuits touristiques qui doivent préserver l'environnement. Lors des visites touristiques, il y aura des bannières, des balises, des panneaux d'information. Et l'idée, c'est que les visiteurs, ils vont être autonomes pour découvrir les espèces et la biodiversité de Constantine. Donc, ils auront juste à prendre en photo un QR code. Ils auront la liste des espèces qui les entourent sur leur smartphone. Donc, on a pensé à créer un circuit touristique qui s'intéresse à tout ce qui est écologique, donc le tourisme naturel, comment combiner le naturel avec le culturel. Ayant résisté aux aléas du temps et de l'histoire, le Vieux Rocher demeure un pôle incontestablement attractif pour tous les genres de tourisme. De retour sur le plateau, on visite, on se balade. Et bien, dans un moment, on va justement se balader avec Nabila Abada dans sa rubrique, bien sûr, tourisme aujourd'hui. Bonjour Nabila. Bonjour, bonjour, amis du jour, ça va? Très bien, et vous? La baisse. Alhamdulillah. Ça va, merci. Bonjour Hasna. Bonjour Nabila. Bonjour tout le monde. Bonjour Hasna. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, Vous allez alhamdulillah. bien. Et aussi, on va s'informer concernant, bien sûr, les routes et comment bien se comporter en bon... De safety road. De safety road. Oh non, je voulais dire en bon conducteur. Safety road, c'est tout de suite avec Hasna Zoubiri. Voilà, je l'avais annoncé en sommaire, j'avais dit que vous alliez nous parler de la vignette automobile. C'est important de pouvoir en parler, la citer et surtout ce qu'elle peut nous apporter. Exactement, donc la vignette automobile, donc l'acquisition d'opération a débuté le 1er mars. Donc c'est toujours la même période de l'année où l'on doit justement donc acheter sa vignette automobile. Donc c'est une opération qui a commencé le 1er mars et prendra fin normalement le 30 avril. Donc il ne reste pas beaucoup pour pouvoir acheter sa vignette automobile. Il faut savoir que toute apposition, toute contrainte, donc ne pas acheter donc la vignette et la poser sur le pare-brise avant du véhicule, donc le conducteur peut justement une amende donc égale à 50% du montant de la vignette. Donc si on a une vignette automobile de 10 000 dinars, donc on doit payer une amende de 5 000 dinars. Donc ce qui n'est pas rien. J'ai une question. Et les mots Non. Alors donc la vignette automobile, tout véhicule touristique et utilitaire doit s'acquérir, donc le conducteur doit s'acquitter de sa vignette automobile. Ils sont donc plusieurs, donc les deux roues, ils sont épargnés de la vignette. Les véhicules justement qui roulent avec le GPLC et le GNC, donc le gaz naturel, donc ils sont aussi épargnés de la vignette automobile. D'accord. Voilà. C'est pas des pollueurs? C'est pas oui, de grands pollueurs, on va dire. Le GPLC, on est en train de justement depuis quelques années en Algérie en train de promouvoir ce gaz qui est non polluant. Voilà. Donc c'est pour ça que les conducteurs sont épargnés, les véhicules qui roulent avec ce carburant sont épargnés de la vignette automobile. Très bien. Il faut avoir une de rouge, je pense. Voilà. en général, voilà. Bien sûr, il y aura aussi, pardon, Amel, donc il y aura aussi tout ce qui est ambulance, véhicules de service, des véhicules avec une matriculation diplomatique. Ceux-là, ils sont épargnés? Ils sont épargnés, voilà. D'accord, les chanceux. Alors, en général, je suis toujours la première à acheter la vignette automobile. Et vous, Nabila? Moi, j'ai un 2 roues. Non,
je préférais que vous me disiez j'ai un parapente plutôt. Paramoteur, par exemple. Exactement. Une trottinette électrique. Ça te ressemble plus. En dehors de la capitale. Vous l'achetez, ça va? Oui, oui. Dans les temps? Oui, dans les temps. Alors, quand on a un nouveau véhicule et que la date est déjà passée, alors, on l'achète avec un petit supplément. Donc, si sa vignette elle est de un nouveau véhicule, donc s'il est de 3 000 ou 4 000 dinars, donc on l'achète un plus 1000 ou un plus 2000, voilà. Donc, c'est-à-dire il faut savoir que c'est une parce que bon, là, on peut l'acheter au niveau des bureaux de poste, au niveau des bureaux des impôts. Oui, des impôts, parce que c'est une vignette qui est donc c'est la direction générale des impôts qui en tout cas, la nouveauté cette année, c'est qu'on a pu l'acheter sur Internet, en ligne, tout à fait. Exactement, donc à travers une plateforme numérique. C'était efficace pour beaucoup de personnes. Qui s'appelle donc dénommée Qassimatouka. Voilà, donc Qassimatouka a permis à beaucoup cette année d'acheter sa vignette automobile sur Internet à travers des cartes interbancaires CIB et cartes Dahabia pour les gens qui ont des comptes. Oui. Ça facilite la vie, hein, bien sûr aujourd'hui. Et puis bien sûr, c'est pour une bonne action, on va dire, d'acheter. Oui, depuis quelques. Il faut savoir, après, hier, j'ai fait des recherches par curiosité pour savoir, la vignette automobile remonte à combien d'années? Donc, elle remonte quand même à 1967. Quand même. Oui, elle n'était pas déclarée comme une vignette automobile. C'était une vignette où il fallait acheter une vignette pour circuler, voilà. Annuel. C'est un peu comme les impôts, en fait. Voilà, c'est une impôt. Une impôt. Après, ça a été de bonne et due forme comme une vignette automobile en 1996. D'accord. Voilà. Et ces dernières années, elle a été imposée pour les conducteurs, pour les automobilistes, pour justement restaurer les routes, donc rénover tout ce qui est routes impraticables, et justement pour promouvoir le développement des transports en commun, comme le tramway, le métro, etc. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore acheté la vignette, ils ont encore le temps jusqu'au 30, sinon après, ça sera une amende. Une dizaine de jours. Donc voilà, une dizaine de jours, sinon une amende. Une amende, oui. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, c'est égal à 50% du montant de la vignette. D'accord, quand même. Voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. Merci beaucoup Hasna pour toutes ces informations concernant les vignettes automobiles. Aujourd'hui, on en saurait plus en sortant de chez nous. Oui, exactement. Complètement. Et moi, ça me donne envie encore de prendre le 2 roues. Parce que là, pas de 2 roues. Alors, Hasna, vous allez suivre tout de suite la rubrique avec nous, avec Nabila. Elle va nous faire visiter, nous faire voyager. Cette fois-ci, on va aller dans des champs de pommes de terre. Exactement. Carrément, pour changer. On va à Oued. On va à Oued Souf. On va à Oued Souf. Alors, oui, c'est vrai que les périples de Nabila, ça parle de culture, de tourisme. Mais la culture de la pomme de terre à Oued Souf, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Et d'ailleurs, j'avais même proposé à des guides là-bas de faire, d'ailleurs c'est une idée aussi, de proposer ça aux touristes pendant la période de la culture, la récolte de la pomme de terre. Et c'est ce que j'ai fait avec l'équipe des périples de Nabila. Je ne sais pas si on peut voir. On va le voir. Vous saviez comment on appelle la famille donc, des pommes de terre? Non, oui, si, mais à chaque fois ça me... J'adore, c'est la famille des solanacées. Ah non, je ne savais pas, non. Solanacées. Voilà, c'est tout de suite. On va le voir à moins bête aujourd'hui. Ça fait partie de la visite guidée. Très bien. Alors, on va vous suivre à travers ces images. C'est vrai que les champs donc, de pommes de terre, c'est aussi une destination, pourquoi pas, à faire découvrir. Il y en a beaucoup qui veulent se rapprocher de la terre. Voilà, on y va ?
صباح الخير لاباس On est sorti tôt ce matin, on a fait pratiquement 1h30 de route. On est dans la région de Houlmes. C'est l'une des régions qui est connue pour l'agriculture de la pomme de terre. Et justement, on est là et on assiste à la cueillette de la pomme de terre. Il y a des acheteurs aussi qui sont venus prendre la pomme de terre connue de Oued-Souf. Et justement, vous savez quoi, moi j'aime bien l'agriculture et je leur ai proposé de l'aide, ils ont accepté. صباح الخير فضيل وش راك؟ لاباس بخير؟ والله الحمد لله الحمد لله من وقتاش من الصباح؟ هي سانتي هو يجي جوايه 3:30 4 هنا 3 تاع الصباح ويبدا يقلع الحشيش الحشيش يجبدوه نقولوا يزبلوا على منا ومنا نحط البطاطا في الوسط ومن بعد احنا نجوا نعرموا الحشيش البطاطا هذه نبدو نعبوها في الكاجو. Très bien, donc ils viennent déjà à 3h 4h du matin, donc 3-4 تاع الصباح. 3-4. Déjà ils font le tri, l'herbe ويخلوا la pomme de terre هكذا tout au long. يعبوا جههم سهله من بعد في التعبئه ما تجيهمش يديروا الحشيش منا ومنا تجيهم سهله تجي سطوره مسقمه هكا تجيهم سهله هنا الحشيش. هيا سوبر نقدر نبدا نعمر. Parce qu'ils sont en train de faire ça. التعبئه نبدو نعبوا عادي ها الزرقاء هذه لا الحبه اللي فيها مضروبه بالزرقاء ماهيش مليحه لازم هذه مليحه هذه مليحه دونك اللي تكون زرقاء تكون زرقاء وكاينه هذه وكاين تكون زرقاء هذه لم هذه يسموها لم هذه البطاطا الاولى طول هذه ما نديروهاش ما ديروهاش عنك هي وزرقاء حبه زرقاء هكا لا Des champs magnifiques à perte de vue. On est parti loin. On est parti loin. C'est vrai, ça donne envie, n'est-ce pas? De faire sa propre récolte, ramasser soi-même ses pommes de terre. Ça serait super de proposer ça dans une des activités. Il y a le safari, il y a découvrir la ville, le souk, mais aussi découvrir se lever tôt le matin et aller faire comme ça la récolte les vendanges pour certains. Exactement. C'est aussi une destination. Ça peut être aussi une destination qu'on pourrait faire quand Yazid nous parlait de la récolte des olives. Je lui disais toujours, j'aimerais bien participer. C'est vrai, c'est très agréable. Ils sont là-bas très tôt, à partir de 3h, 4h du matin. Et c'est très agréable. Moi, j'aime bien aussi toucher, en parler. Vous avez vu, porter le cajot, immense cajot quand même. Très, très lourd. Je voulais essayer, savoir, entrer un peu dans la peau des travailleurs là-bas. Mais c'est un travail pénible. Et c'est une pomme de terre qui est très, très demandée, connue et exportée. D'ailleurs, ici en Algérie et à l'étranger. Eh bien, vous avez fait un gros plan sur l'agriculture de la région d'El Oued aussi. C'est une récolte saisonnière de 3 à 4 millions quintaux saison. Donc, la plupart du temps, elle est en août et elle est cultivée en janvier-février. Elle est saisonnière. Le sable, très important, et le système d'irrigation par pivot. Donc, c'est des centaines et des milliers d'hectares qui ont pris place, qui ont poussé un peu les dunes pour prendre un peu et que ça devient maintenant vert. L'agriculture, oui, il y a aussi des postes d'emploi, Amel. Non, c'est ça. Faire connaître peut-être cette région qui fait la culture de la pomme de terre et créer autour des restaurants pour les touristes, faire connaître les traditions de cette région, parce qu'il faut savoir que chaque région a ses traditions. Ses diversités et ses richesses, bien sûr. Et puis, bien sûr, vous nous avez fait connaître l'agriculture et surtout les points forts de l'agriculture de la région d'El Oued avec ses différentes facettes. Une destination à faire absolument. Merci beaucoup, Nabila. Rien. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci Hasna. Merci, à la semaine prochaine également. Et on continue. Je vous invite tout de suite à apprécier cette chanson palestinienne avant de retrouver tout de suite
Avec Amina qui revient chaque lundi matin, chaque samedi matin. On a toujours le plaisir de la retrouver pour nous parler de patrimoine, de culture algérienne et de culture aussi d'ailleurs. Bonjour Amina. Bonjour Amel, ça va? Très bien, merci. Très joli en bleu. C'est gentil, c'est gentil. Ça va? Très bien. Donc, je dis bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère qu'on va passer un agréable moment avec notre invité après le jingle. Oui, on la présente déjà. D'accord, donc notre invité c'est Madame Nadia Rayen, une très belle voix et comme on célèbre en ce moment le mois du patrimoine, donc j'ai préféré qu'on commence cet espace destiné à notre patrimoine culturel avec sa belle voix et avec un istikhbar. On peut. Oui, pourquoi pas. Avant le jingle? Non, avant le jingle, okay. Allez-y. قداش نصبر وقداش نكون هاني قداش نصبر وقداش نكون هاني ليا ما طالت عليا حتى خبر منك جاني وبلاك لا تنساوني. Merci beaucoup. Eh bien, on va justement parler de tout cela juste après le jingle. Amina, alors, on a notre invité apprécié sa belle voix. J'ai découvert Nadia Rayen durant une cérémonie, une hafla organisée par la grande animatrice algérienne Sabiha Chaker et notre grande animatrice aussi Siham Fadli, l'une des fondatrices de Radio El Bahja. Cette réception qui a regroupé les femmes, de différents domaines, notamment du monde des médias. Et donc, j'ai découvert sa voix, elle chante merveilleusement bien. Et aussi, on s'est régalé avec sa voix. Les retrouvailles, leurs amis, Siham Fadli, Sabiha Chaker, Madame Elizi, Madame Cheya Zafri. Et donc, Madame Nadia Rayen, c'est une chanteuse artiste algérienne qui réside en France. Elle n'est pas venue seule ce matin. Elle nous a offert un très très beau cadeau. Et quel cadeau! C'est une belle chanson, un chef-d'œuvre, une chanson qu'on aime tous. de Boujumal Al-Anqis. Donc, une reprise, elle a repris elle a repris cette chanson, n'est-ce pas, Radia? Mais à titre là, notre arrangement, notre version. Avec notre version. La touche ta'ak. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si. On est en train de l'écouter. D'accord. Voilà, on est en train de le voir d'ailleurs. الغالي راح والدغرام معاه راح الغالي راح والدغرام معاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه ضميت وما ينساش ذكرياتي معاه ذكرياتي معاه خلاني نسأل في الغاشي علي راح ما ولاشي أنا ضميت
وما ينساش ذكرياتي معاه ذكرياتي معاه هجر طايل ما يرجعش سفر وخياله خلاه هجر طايل ما يرجعش. Belle version, différente, tout à fait différente, mais le texte est là, vous avez gardé le texte initial. Bien sûr. En fait, درت même un duo مع وليد بوجمعة العنقيس. Une reprise تاع باجي وي. Oui, وعلاش يكبدي وليدي وعلاش تاني avec une autre version. D'accord. Et on vient d'écouter une fusion entre le jazz, le reggae, le shabia. Oui. Adapté un mélange de styles. Oui, oui. Pourquoi pour toucher la jeunesse qui adore le shabi Moi, moderne. je vis en Europe. Et la plupart أنا نخدم بزاف في plusieurs pays en Europe. ماذا بيا نوصل الشعبي للأوروبيين. نخليهم يكتشفوا. Cela fait 36 ans que notre invitée Nadia Rayen chante l'amour, la paix et aussi fait la promotion de notre patrimoine culturel, notamment le shabi. Et l'une des rares femmes qui ont osé chanter le shabi, un genre réservé habituellement aux hommes. N'est-ce pas? C'est un chant populaire, oui. C'est un chant populaire. شغل يحبوه بزاف تاع الزنقة شوية. مي جرأت وخليت قلت لك حبيت يكتشفوه الشعبي ميم dans des pays arabes كيما تونس غنيت في سوريا en 2009 2010 au Portugal en Italie en Suède في la Norvège Danemark. Très bien, donc des pays qui ne connaissent pas forcément notre culture, donc du charbi, et qui ne connaissent l'Algérie que de nom peut-être. C'est une occasion de pouvoir aussi faire rayonner la musique algérienne. Exactement. Et justement, كيفاش يشوفوا الشعبي تاعنا البلدان اللي رحتي ليهم en Europe? Ils ont aimé. À chaque fois, à chaque spectacle, quand je chante, عادوا وحدهم يقولوا وين تو تري فيوا l'Algérie. كي شو نقول لها دي الجيريان حضرت باغ اكزومبل دنمارك في لا سويد بديت نحوس سي با دي الجيريان ما كاش سي دي لوكو وين تو تري فيفا l'Algérie انايا نفتخر. Et vous venez de participer aussi à un hommage qui a été organisé en hommage à Maryam Abed. Oui, au Centre culturel algérien. C'était un hommage les Fadila Dzeria ou Maryam Abed et Eder. C'était celui qui a organisé, c'était Bedis Fodala avec Madame Mouna Djelouli. Et c'était formidable. Oui. Un hommage à ces grandes figures donc, de la musique algérienne et qui, encore une fois, on entend toujours parler d'eux, on les écoute avec toujours autant de plaisir. Exactement. Donc, Madame Nadia Rayen, elle est venue en koufia, c'est le symbole de la résistance de la Palestine. دايما القضية الفلسطينية تحمل. Oui, oui. J'ai participé dans des festivals à l'étranger, bien sûr. Le dernier festival, c'était en France. Bon, ما نهضرش عليه parce que pour moi, أنا عايشة عليه. C'était en Norvège pour solidarité avec le peuple palestinien et الشعب الغزاوي. Même il y a une chanson. Les 40 martyrs البارح الله يرحمهم. Oui, Allah يرحمهم. C'est très difficile ce qu'on voit en ce moment sur les écrans. Une chanson أنا وفنان فلسطيني عايش في الدنمارك غنينا الغزاوية. Donc on peut écouter un petit extrait en solidarité avec le peuple palestinien, notamment les Ghazaouis. شيل الله يا الغزاوية يا وجع الأمة العربية شيل الله يا الغزاوية يا وجع الأمة العربية يا أحرار يا ثوار يا أحرار يا ثوار فلسطين هي القضية فلسطين هي القضية فلسطين ainsi de suite.
Vous êtes en Algérie en ce moment, des projets, vous avez des projets, quelques des projets, galas, oui. des concerts. Pour les concerts, Mazel Chouïa, parce que je vais partir, mais prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Emma, je ne sais pas si on a un peu de temps pour écouter une. Moi, je vais déclamer un poème et Madame Nadia, elle va chanter une très belle chanson de Oumaima Al-Khalil, Ya Rifaqi Shuhada, Ya Rifaqi Al-Abriya. On a un petit peu le temps, ça va, allez-y. Okay. Alors, préparez-vous pour la chanson. يا رفاقي الأبرياء يا رفاقي الشهداء سأقرع الطبول وأقطع الفصول لأصل إليكم يا رفاقي لأصل إليكم يا رفاقي لأجل طفلة كانت تنام في حلم الهدية نامت صغيرة 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 أفاقت قضية 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 لأجل أم كانت تعجن ثلج خبز لأجل عجوز غاب رصاص فظل رمزا لأجلهم فلنقاتل شعب قال ليس منا من يهادن فلنقاتل فلنقاتل فليكن ما شئت يا بلادي. Donc un grand salut, un grand hommage à nos frères et sœurs à Gaza. ونقولها باللي la position de l'Algérie ne changera jamais. احنا دائما مع القضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة. Donc on termine en musique avec sa bien belle voix. sûr. Voilà, Yatek Saha, Amina, un très beau texte, une belle aussi déclamation, vous le faites tellement bien. Et puis voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission. On va laisser notre artiste aussi s'exprimer à sa façon, à travers le chant. Eh bien, quant à moi, bien sûr, on aura l'occasion donc de vous écouter. Allez-y, on vous écoute d'abord après. يا رفاقي الأبرياء يا رفاقي الشهداء سأقرع الطبول وأقطع الفصول سأقرع الطبول وأقطع الفصول لأصل إليكم يا رفاقي لأصل إليكم يا رفاقي لأصل إليكم يا رفاقي لأجل طفلة كانت تنام في حلم الهدية نامت صغيرة 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 أفاقت قضية 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 نامت صغيرة 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 أفاقت قضية 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 لأجل أم كانت تعجن ثلج خبزا لأجل عجوز غاب رصاصا فظل رمزا لأجلهم فلنقاتل شعبي قال ليس منا من يحالي فلنقاتل